notre avant-dernier communicant. Il s'agit de Charles Combette, doctorant de l'EA Clare Inter-Université BX3, spécialiste. On est dans l'ASF, hein? C'est ça. Spécialiste de la bande dessinée, qui prépare une thèse en art plastique sous la direction de Pierre Sauvanet, qui porte l'intitulé suivant « Héros de bande dessinée entre présence et absence ». Comment rendre un héros de bande dessinée identifiable tout en permettant au lecteur de s'identifier à lui. Sa communication aujourd'hui, si elle n'a pas changé de titre, si. Dites-le quand même. S'appelait La science comme mythologie, la réactualisation des mythes dans Blake et Mortimer d'E.P. Jacobs, et elle s'appelle maintenant... En fait, c'est toujours plus ou moins le même titre. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ce travail-là, je suis allé sur d'autres terrains et j'ai poussé les choses plus loin. Et en gros, la partie qui concerne vraiment la réactualisation des mythes par le biais de la science-fiction, c'est ce dont je ne traiterai pas aujourd'hui. Donc elle fait toujours partie de l'ensemble de ce travail, mais j'en parlerai peu. Il se trouve que par chance, Julien Baudry abordait pas mal de choses qui faisaient partie de cette partie-là. Tout ce qu'il a dit sur les robots, les monstres antidiluviens, la présence de la catastrophe récurrente, etc. Tout ça, on le retrouve dans Blake et Mortimer. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais plutôt aller dans les structures fondamentales. Oui, il faudrait les images, par contre. C'est vrai, exact. Hop. Et donc, les structures fondamentales de cet univers, et notamment les personnages principaux, et ensuite l'expression graphique, disons, de ces tensions mythologiques. Donc ça va s'afficher. Est-ce qu'il fait du bruit? En règle générale, c'est un bon signe. Ouais, je commence à voir la lumière. Ça tombe bien. Donc, aujourd'hui, je vais m'intéresser essentiellement à la cosmologie de Blake et Mortimer, en fait. C'est-à-dire qu'une cosmologie qui, selon nous, va s'organiser autour de 4 points, de 4 figures majeures, 4 finalement archétypes qui forment 2 couples qui s'opposent à 2 niveaux différents. C'est bon. Ouais. On a donc ici, en fait, affaire à un univers dualiste, presque manichéen, puisqu'on va le voir, ces couples incarnent des valeurs contraires qui s'opposent entre elles, qu'on peut grossièrement ramener au bien et au mal, même si on fera des choses un peu plus détaillées. Alors le premier couple que je vais traiter, c'est l'ingénieur et le savant fou. C'est un couple qui s'oppose, qui est constitué des 2 grands types de scientifiques qu'on trouve dans Blake et Mortimer. 2 figures de savants qui partagent de nombreux points communs, mais qui divergent sur les points essentiels. Leurs conceptions de la science sont diamétralement opposées, elles n'ont pas les mêmes fondements et pas les mêmes buts. Alors le premier, on le nommera ingénieur, parce que son savoir n'est jamais déconnecté de sa mise en œuvre pratique. Et surtout parce que c'est aussi, en plus d'être un scientifique, un homme d'action. Il est, d'une certaine façon, l'incarnation d'un certain positivisme, et c'est l'héritier direct des ingénieurs de Jules Verne, des personnages comme Cyrus Smith dans l'île mystérieuse, qui, par son savoir basé sur la raison, arrive à dompter la nature et à se rendre maître des situations les plus désespérées. Alors derrière ce portrait, on reconnaît évidemment Philippe Mortimer, physicien de renom, mais aussi aventurier qui ne rechigne jamais au coup de poing ou au coup de feu, puisqu'on le voit constamment en action, même en action physique. L'ingénieur agit donc selon ce que lui dicte la raison. Alors ce n'est pas le cas de son adversaire, qu'on va appeler plutôt savant fou. Celui-ci n'a en effet rien de raisonnable, et sa façon de faire de la science n'est pas l'expression d'une raison positive. S'il est un mot à employer à son sujet, c'est celui d'hubris, car sa science dépasse la mesure humaine et atteint à l'ordre naturel. L'exemple type, parmi plusieurs figures, ce serait le personnage de Milok, qui est le plus représentatif de ces personnages, et qui, à chacune de ces 2 apparitions, donc dans SOS Météore et dans Le piège diabolique, transgresse les limites de l'ordre naturel. La première fois, dans SOS Météore, il accumule de l'énergie de la foudre en boule, pour dérégler le climat européen, pour causer donc des catastrophes atmosphériques. Dans la seconde, il invente le chronoscaphe, qui brise, lui, les barrières du temps,
et qui permet de voyager donc dans le temps. Ainsi, Milok atteint-il au principe même qui fonde l'ordre de la nature. C'est la même chose avec l'autre grande figure de scientifique de ce type-là, Septimus, dans la marque jaune, qui lui manipule l'esprit humain directement avec son onde méga. Et donc il s'agit bien là du savant fou qui rend esclaves les êtres humains, qui les soumet à son autorité. Donc ces savants fous sortent des limites humaines, ce sont des sortes de démiurges. Ils usent de la science non pas selon la raison, comme l'ingénieur Mortimer, mais selon leur passion, puisque la plupart de leurs motivations sont de l'ordre de la rancune, parce qu'ils ont été rejetés par leur père, ou de la vengeance contre Mortimer ou contre d'autres personnages. Si Milok construit le chronoscaphe, ce n'est pas pour faire progresser l'humanité, ce n'est pas pour la beauté du geste non plus, mais pour se venger de Mortimer et le perdre dans l'abîme du temps. Ceci étant, on peut noter que cette propension à transgresser les règles permet à ces savants de produire les inventions les plus extraordinaires de l'univers de Jacobs. A contrario, Mortimer n'invente pas grand-chose. En dehors de l'espadon, simple véhicule, exceptionnel dans ses performances, certes, mais sans non plus dépasser les bornes de la physique, il lui arrive même de tomber en panne, il n'a rien produit de bien marquant dans les autres albums. C'est un technicien rationnel, et s'il n'y avait que des Mortimer, eh bien les albums seraient peu trépidants. De plus, on peut noter que Mortimer est un homme d'action un peu particulier. Il subit plus les événements qu'il ne les provoque. Il réagit mais n'agit que très peu finalement. C'est l'aventure qui vient le chercher et non lui qui cherche l'aventure comme pour tout héros. Mortimer est une sorte de témoin mobile des phénomènes qui s'agitent devant ses yeux. Cette tendance à contempler fait de lui le guide du lecteur dans les histoires, le point d'ancrage qui permet au lecteur d'entrer dans l'histoire et de contempler avec lui toutes les choses merveilleuses qu'il voit. De là son omniprésence, Mortimer est presque toujours là dans les albums, de là aussi sa tendance donc contemplative. Mortimer serait peut-être à rapprocher des figures prophétiques qui peuplent l'Ancien Testament, ou du genre de l'Apocalypse, c'est-à-dire quelqu'un qui voit, qui témoigne, qui nous montre sa vision. Il est l'homme providentiel qui, présent au bon endroit, au bon moment, et cela à chaque album, peut vivre l'aventure. Ainsi, la lutte qui l'oppose au personnage de savant fou, là aussi, sera rapprochée peut-être du combat qui oppose Simon-Pierre à Simon le magicien dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres. Deux personnages qui portent le même nom, Simon et Simon, ici scientifique et scientifique. Les deux ont des capacités similaires, mais la nature de leurs actions les divise. Mortimer est le prêtre de la religion véritable, la raison, et la recherche scientifique de la connaissance, pour elle-même, ou pour combattre donc les faux prophètes, Milok, Septimus et d'autres, qui sont des sorciers, qui usent de la science à leur profit, et qui perturbent l'ordre naturel et qui font commerce, comme on le verra, avec le démon, c'est-à-dire ici principalement Ulrich. Pour finir à leur sujet, un mot de leur physique. Comme dans tout univers mythique, leur physique correspond à leur être. L'apparence des personnages signifie leur fonction dans le récit, leur rôle bon ou mauvais. Chez Jacob, l'habit fait le moine. Ainsi, Mortimer est-il dessiné tout en rondeur et bonhomie, et porte-t-il la barbe comme tous les gens extrêmement sages. Il est donc philosophe et prophète, et il ne pouvait pas manquer de posséder l'attribut de Platon et de Moïse. Cette barbe se double souvent d'un instrument, d'une pipe, instrument de détente et de réflexion, signe de l'homme qui prend le temps de méditer, ce qui ne sera pas le cas de ses adversaires. Il porte aussi des costumes sobres, au teint terne, ornés d'un nœud papillon d'universitaire anglo-saxon. Visuellement, Philippe Mortimer reflète donc l'ensemble des valeurs qu'il incarne, et il en va de même de ses opposants. Eux, par contre, ne portent pas la barbe, ils sont glabres. Leurs traits sont secs, anguleux, évoquant l'esprit vif et incisif qui les habite, mais aussi leur malignité. Ils portent presque tous des lunettes, symbole ici aussi d'intelligence, et comme un uniforme d'appartenance à leur caste, ils portent la blouse blanche du savant, phénomène récurrent chez ces personnages négatifs. Cette blouse est en fait une robe de sorcier, une robe de mage. Ce qu'ils sont, nous l'avons dit. Enfin, notons que s'ils fument eux aussi, ce n'est pas la pipe, mais la cigarette, le tabac de l'homme pressé et impatient qui travaille tout en fumant. Passons maintenant à l'autre couple. L'autre couple, c'est le diable et l'ange gardien. Et derrière ces deux figures de scientifiques, s'en trouvent deux autres qui leur sont irrémédiablement liées. Elles se situent en quelque sorte au-delà d'eux, derrière eux. Il s'agit d'une part d'Ulrich, le personnage maléfique par excellence de la série, et d'autre part de Blake, l'ange gardien de Mortimer. Alors commençons par Blake. Et voyons pourquoi je peux utiliser le terme d'ange gardien.
Blake est souvent celui qui sauve la situation, et Mortimer avec elle. En fait, c'est presque son seul rôle dans la majorité des albums. C'est celui de surgir à la fin des événements, accompagné des forces de l'ordre, pour mettre fin aux agissements donc d'Ulrich ou de ses comparses. Le cas le plus emblématique, ce serait le mystère de la Grande Pyramide, dans lequel Blake, presque absent du premier tome, apparaît pour être assassiné à la fin de celui-ci, et réapparaître seulement dans la deuxième moitié du second album. Ce qui fait que Blake est relativement peu présent, mais son retour évite le pire à Mortimer. Et même s'il était présent sous un déguisement lors des pages précédentes, comme on le voit ici, il n'était pas vraiment là avant que son identité ne soit révélée. Blake est donc bien un ange, un agent de la Providence qui n'intervient que pour aider celui auquel il est attaché. Son apparition miraculeuse, en fin de récit, a tout d'un Deus ex machina qui dénoue les situations désespérées. Mortimer agit, Blake parachève son action. Cette absence relative pourrait nous amener à nous demander pourquoi la série s'appelle Les aventures de Blake et Mortimer. Les aventures de Mortimer seraient en général amplement suffisantes. Mais, outre le fait que Blake est très présent dans l'album fondateur de la série, Le secret de l'Espadon, il ne faudrait pas minimiser son rôle. Bien que n'engendrant que peu de présence, il n'en est pas moins absolument nécessaire à la résolution des intrigues pour le retour à l'ordre de l'univers. L'importance de Blake est donc considérable, et l'apparition de son nom sur la couverture n'est pas usurpée. Opposé à l'ange gardien, on trouve le diable, c'est-à-dire Ulrich. Il est derrière la quasi-totalité des méfaits qui sont commis dans l'univers de Jacobs. C'est un démon qui pousse au mal, c'est lui qui montre la mauvaise voie au personnage, qu'il s'agisse de comparses brutaux, de scientifiques ou autres. Donc il est le corrupteur, par l'argent, par la coercition, ou en leur offrant la possibilité d'exercer leur hubris. De plus, il fomente tout le temps des complots, il conseille, il organise des actions dont le but est maléfique. Des actions à petite échelle, comme un simple larcin dans l'affaire du collier, il s'agit simplement de voler un collier, ou bien des opérations militaires de grande envergure, comme dans Le secret de l'Espadon, où il dirige une partie de l'armée de l'Empire jaune, ou dans SOS Météor, où il prépare une invasion de l'Europe de l'Ouest, en passant aussi par le pillage archéologique dans les mystères de la Grande Pyramide. Donc il est toujours là, présent comme une tête pensante, comme un stratège. Son champ d'action est très étendu, très varié, et ses compétences aussi, du vol à l'organisation d'armées. Ulrich est partout, c'est un mercenaire qui offre ce qui est sa seule véritable spécificité, sa spécialité propre, c'est-à-dire son unique métier, engendrer le mal. Ces fluctuations, qui obligent Ulrich à trouver un nouvel employeur à chaque échec du précédent, nécessitent de sa part des capacités d'adaptation très fortes. C'est pour cela qu'il change régulièrement d'identité, qu'il porte des déguisements et des masques, il se cache derrière des pantins. Ulrich se montre sous son vrai visage uniquement quand il y est contraint. Ulrich, c'est un personnage protéiforme. Comme le démon, il prend de multiples aspects et renouvelle constamment ceux-ci pour tromper son adversaire à l'infini. À cela s'ajoute son apparente immortalité. Ulrich est un trompe-la-mort extraordinaire, et à chaque fin d'album ou presque, il semble périr. Dans une explosion, sous les décombres précipités dans l'abîme, ou bien errant dans le désert, à chaque fois, on l'imagine perdu, mais il finit toujours par ressurgir lors de l'aventure suivante. Comme Satan, Ulrich n'est jamais totalement vaincu. Il trouve toujours une échappatoire pour se régénérer et recommencer à nuire. Ulrich est une hydre, lui trancher la tête est inefficace pour l'arrêter définitivement. Alors la multiplicité des apparences, la capacité à changer d'identité pour renaître de la mort, on l'a vu, ce n'est pas l'apanage du seul Ulrich. Blake aussi, lui, semble capable de mourir pour mieux ressurgir sous un déguisement dans le mystère de la Grande Pyramide. Alors faut-il s'étonner qu'il partage cette capacité? Eh bien non, Blake est un ange, Ulrich un démon. Or les démons ne sont rien d'autre que des anges déçus. Les deux personnages vivent donc sur le même plan. Ayant fondamentalement la même nature, il semble logique qu'ils aient des capacités similaires. Leur ressemblance aidant d'ailleurs à leur physique, ils sont tous les deux moustachus. Ça c'était pour illustrer le fait que Blake ressurgit. Donc ils sont tous les deux moustachus, ils portent le même type de vêtements, c'est-à-dire soit du costume de ville avec cravate, soit un uniforme militaire. Et une chose seulement les distingue vraiment, et c'est évident, Blake ne pouvait qu'être blond, Ulrich ne pouvait qu'être brun. Autre point qui les rapproche, tous les deux sont militaires, capitaine pour l'un, colonel pour l'autre, et ils constituent tous les deux des armées qu'ils envoient au combat. Elles sont constituées des forces de l'ordre, des soldats, des policiers pour Blake, ou bien, dans le cas d'Ulrich, d'armées étrangères ou souterraines, de mercenaires. Le trait qui les oppose vraiment, c'est leur relation aux humains qu'ils soutiennent.
Ce qui différencie, c'est leur lien avec les hommes. Comme nous l'avons dit plus haut, il est possible de faire commerce avec Ulrich. Les savants dont nous avons parlé ne s'en privent pas. L'un d'entre eux est même allé plus loin, c'est Septimus, puisqu'il a domestiqué pendant un temps, grâce à l'hypnose de son nom de méga, Ulrich. Mais manipuler le diable est un jeu dangereux, et vouloir le soumettre entraîne d'en payer le prix. Septimus finit, à la fin de l'album, châtié par Ulrich pour son outrecuidance. Il est foudroyé pour avoir soumis le démon. S'il est possible de marchander l'aide d'Ulrich, par contre, celle de Blake n'est pas monnayable. Nous l'avons dit, il n'intervient que pour parachever l'action de Mortimer, pour suppléer à l'effort humain, et cela sans condition. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit l'adage, qui s'applique très bien ici. C'est parce que des hommes de raison combattent le mal que l'intervention céleste est rendue possible. Et celle-ci ne se fonde que sur une chose, l'amitié qui lie Blake à Mortimer. A l'inverse, Ulrich, lui, même si on monnaie son intervention, sera traître et abandonnera aux premières difficultés les gens qui l'ont employé. Donc on a dans un cas un lien non monnayable et définitif, et dans l'autre un lien monnayable mais pour le moins éphémère. Alors on peut dresser un tableau qui résumera les propos que je viens de tenir, donc dans lequel on aurait du côté de la raison, du cosmos, de l'ordre du monde, Mortimer et Blake, l'un humain, l'autre ange gardien, et puis opposé à eux, le mal sous diverses formes, puisque je ne l'ai pas dit, mais en dehors d'Ulrich, il y a d'autres personnages qui incarnent le démon, et ils s'appellent Magon, Sirgi ou Krishma, et ils ont la même tête que lui. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, ils ont tous des brins moustachus, certains ont une barbichette en plus, histoire vraiment d'être démoniaques, mais globalement, ils ont la même aspect. Et c'est la tête de Jacobs. En plus, c'est vrai. Jacobs ressemble plus à Ulrich qu'aux autres personnages. Mais je ferais pareil, si je faisais une bande dessinée, je me dessinerais en méchant. Ceci étant, au-delà des personnages, on va voir que cette division entre ordre, cosmos et hubris, chaos, se retrouve de façon plastique. Et on va commencer par la ligne claire, donc ligne de raison, puisque Edgar P. Jacob est un des principaux représentants de ce qu'on a coutume d'appeler la ligne claire, avec ses comparses du journal de Tintin, Hergé, Baudemort, Jacques Martin ou encore Tibet. Ils ont tous collaboré au journal de Tintin et forment ce qu'on appelle l'école de Bruxelles, opposée à l'école de Marcinelle du journal de Spirou, et ce qu'on appelle le style atome, même si cette division est pour le moins contestable, mais bon. La ligne claire se caractérise graphiquement par un trait noir à l'épaisseur fine et constante, et par des couleurs déposées en aplat, le tout pour viser à une lisibilité extrême pour le lecteur, ce qui nécessite donc un dépouillement des formes. La ligne claire est donc une sorte d'épure, comme un plan d'architecte, qui ne garde que l'essentiel et évacue toute ambiguïté. Allons même plus loin, la ligne claire vise l'essence graphique des choses qu'elle représente. C'est un dessin idéal, un ensemble de signes simples, dont rien ne doit obscurcir le sens. Le dessin se fait presque mot, et revient au sens primordial du grec graphein, qui signifie tracer des lignes, que ce soit pour former des lettres, ou bien des formes des dessins. Dans les deux cas, il s'agit d'inscrire dans le sensible ce que l'on forme dans son intelligible. Alors l'utilisation de ce vocabulaire platonicien n'est pas fortuite, la ligne claire appartient bien à ce genre de visée. C'est d'ailleurs Hergé qui le dit, je cite, « Et c'est à coup sûr de cette rencontre avec les illustrations de Benjamin Rabier que date mon goût pour un dessin clair et simple, un dessin qui soit compris instantanément. C'est avant toute chose cette lisibilité que je n'ai cessé de rechercher moi-même. » Donc la lisibilité des idées doit trouver une correspondance dans la lisibilité des signes graphiques. La pensée doit devenir visible. Finalement, nous ne sommes pas très éloignés du disegno italien, du disegno de la Renaissance, marqué du sceau de la pensée néo-platonicienne, puisque la ligne claire aussi est à la fois dessin, IN, et dessin, EIN. Idée tout en étant trait. Ainsi, il est aisé de voir que ce type de dessin est particulièrement propice à figurer les mythes. Cette nue simplicité du dessin fait écho au langage direct et dépouillé de détails inutiles qui caractérise les grands récits mythologiques. Un type de parole qui produit les objets dont elle parle, qui leur confère en même temps une réalité extraordinaire parce que échappant à l'ambiguïté du sensible. Et le trait de Jacob permet la même chose. C'est un monde certain où tout peut se produire, même le merveilleux, sans jamais perdre sa crédibilité. Alors pour nous persuader de cela, on peut se reporter au propos d'un auteur qui est très éloigné géographiquement et temporellement de Jacobs, c'est David Mazzucchelli, qui est notamment dessinateur de Batman année 1. Et à la fin de la réédition que j'ai,
il a fait une double page où il parle de l'activité d'auteur de bande dessinée, et on trouve ce strip, où Mazzucchelli nous démontre par exemple ce que je viens de vous dire. Plus un dessin se veut réaliste, finalement, moins il est crédible. A l'inverse, l'épure confère la crédibilité. Il le dit à la fin, les super-héros sont réels quand ils sont tracés à l'encre. Donc c'est par l'épuration qu'on rend les choses crédibles et sûres, alors que le détail réaliste, lui, amène, dans le cas de Batman, à avoir un bonhomme avec un costume et un masque, mais rien de plus. Ainsi, les inventions de science-fiction aux formes abstraites sont-elles capables de se passer de détails qui les rendraient scientifiquement plausibles? Et c'est le cas de la quasi-totalité des inventions chez Jacobs. Ce sont juste des formes abstraites assemblées entre elles, sans tous les éléments qui pourraient expliquer visuellement leur fonctionnement. Ce n'est pas tout, elles peuvent se charger aussi d'une superposition de signification et être à la fois une complexe machine futuriste et une antique créature mythologique. Alors ça, c'est les choses dont je ne parlerai pas ici, mais que j'aurais traité dans ma première partie. Donc par son abstraction, la ligne claire devient intemporelle, ou plutôt pantemporelle, agrégeant en elle toutes les époques, fusionnant l'avenir et le passé dans un univers mythologique éternel car hors du temps. La ligne claire possède donc une facilité intrinsèque à produire une figuration qui se fait mythe, mais ce n'est pas sa seule caractéristique. Nous l'avons dit, la ligne claire est dessin, EIN, elle est donc, dans les images produites par Jacobs, la partie qui s'accorde avec la raison. C'est celle qui, d'après nos réflexions précédentes, reflète le cosmos, l'ordre du monde. Nous verrons plus loin que la couleur a un rôle un peu différent, s'accordant tantôt avec la ligne ou bien s'entrechoquant avec elle. Le dessin est donc la part raisonnable de l'univers jacobsien, la science de Mortimer, la pensée de l'ingénieur qui trace les plans. Figure majeure de la ligne claire, Jacobs s'en écarte pourtant en partie. Il y a des ombres dans son dessin, et si elles sont plus prononcées dans les derniers albums de la série qui visent à un réalisme mimétique plus grand, même si ce changement n'est pas si énorme, eh bien ces ombres ont toujours été là. C'est là la